Culture et tradition au rôle de cette audience du tribunal de l'actualité en ce dernier jeudi du mois de mars 2023. Culture et tradition, dis-je, avec notamment des secrets de la culture Mwaga, dont nous parle Koudouango Raphaël Kouama. Il est ancien député, président du Rassemblement patriotique pour l'intégration RPI, présent à la barre des convoqués aujourd'hui. Bonjour Monsieur Kouama et merci d'honorer notre convocation. Bonjour. Monsieur Kouama est auteur d'un ouvrage sur cette question, un livre présenté le 25 mars dernier à Ouagadougou et qui meublera les échanges du jour avec les juges qui siègent aujourd'hui. Bonjour juge Inoussa Ouedraogo. Bonjour Président, Mesdames et Messieurs, bonjour. On attend donc juge Vara qui devrait nous rejoindre dans pas longtemps. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle audience du tribunal de l'actualité sur la télé interactive Troy TV en simultané sur Watt FM, la radio 100% urbaine, ainsi que sur nos plateformes numériques. Le décor est planté et toute la place est à présent donnée pour les avant-propos des juges. C'est la séquence avant-propos des juges et nous commençons avec Inoussa Ouedraogo. Merci Président. Hier dans la soirée, comme vous l'avez constaté, on a eu des informations selon lesquelles il y avait des tirs de sommation au centre-ville. Et très rapidement, plusieurs Ouagalais se sont mobilisés. Je crois que du côté de Bobo Dioulasso également. Les gens se sont mobilisés donc pour faire barrage à toute éventualité parce qu'ils n'attendaient pas de cette oreille-là que quelqu'un envisage même de vouloir soit attenter à la vie du président Ibrahim Traoré ou encore déstabiliser son pouvoir. Je pense que cette démonstration de force vient montrer à nouveau le caractère populaire du pouvoir en place qui a été, on se souvient, le 30 septembre 2022, installé aussi du fait de la contribution très déterminante de la rue. Et cela montre que tous ceux qui ont des velléités de coup d'État doivent comprendre que les Burkinabés sont fatigués de ce mode d'accession au pouvoir et qu'il faut utiliser bien entendu d'autres méthodes. Et la meilleure méthode, c'est celle donc qui passe par les urnes. À travers donc cette démonstration, je pense que les Ouagalais, les Burkinabés aussi en général, voudraient montrer qu'ils sont prêts à tout donc pour préserver ce pouvoir-là, afin donc que la transition aille jusqu'à son terme. Mais je pense aussi que c'est un message au président Ibrahim Traoré pour dire que les Burkinabés attendent beaucoup de lui et qu'il a effectivement intérêt à travailler toujours dans le sens donc des intérêts de cette population-là, travailler à ne pas trahir les causes et les raisons pour lesquelles les gens se sont toujours mobilisés et pour lesquelles les gens se mobilisent toujours donc pour protéger son pouvoir, et donc travailler donc à plus de bonne gouvernance, travailler donc à obtenir encore plus de résultats sur le terrain de la lutte contre le terrorisme. C'est comme ça donc qu'il continuera à avoir donc le soutien déterminant de son peuple, et c'est comme ça aussi qu'au rendez-vous de l'histoire, il pourra être jugé donc pour avoir à un moment donné de l'évolution historique de ce pays-là, travailler donc à donner à ce pays-là un minimum de valeur, un minimum d'honneur, un minimum de dignité. Et je pense que ceux qui se sont mobilisés hier nuit à Ouagadougou sont à féliciter, parce que le Burkina n'a pas besoin d'un autre coup d'État. Le Burkina a besoin de lutter contre le terrorisme et de débarrasser notre pays de tous ceux-là donc qui l'ont aventuré dans cette porte, dans cette piste sans issue. Alors sur cette piste sans issue, mobilisation donc, soutien déterminant, j'ajouterais même soutien déterminé. On ne veut plus de coup d'État et il faudrait être serein pour que les chantiers de la transition soient menés à bon port, afin qu'on en sorte par le haut. Le juge Geoffroy Vara nous a rejoint, comme je vous l'annonçais en début d'émission. Bonjour, juge Geoffroy Vara. Président, bonjour, juge Ouedraogo, bonjour, auditeurs et téléspectateurs. Je m'excuse
Voilà, oui, c'est ça. Et puisque vous êtes là, on vous écoute pour votre avant-propos. Je vais dans la même lignée que tout à l'heure Inoussa, mais dans le sens que je salue la promptitude de communiquer de l'état-major. Parce que dès les coups de feu entendus, on a commencé à s'appeler pour comprendre de quoi il retourne. Parce qu'il y a quand même aussi le coup aussi n'était pas simple. Hein. C'est pas les détonations qu'on a l'habitude d'entendre, en tout cas. Et donc ça fait qu'il y avait beaucoup de questions qui se posaient. Et la promptitude dans la communication a permis pour moi de mieux lire. Et surtout qu'on est dans une situation et un contexte qui est très sensible. C'est bon de ne pas laisser certaines supputations perdurer ou prendre beaucoup plus d'ampleur alors qu'il n'en faut pas. Donc c'est bien cette communication dans la promptitude en tout cas. Une communication assez prompte pour couper court à toutes les supputations, pour faire comprendre qu'il s'agissait simplement de tirs de sommation à l'endroit d'un usager pour qu'il obtempère. Oui, on dit un usager imprudent. Un usager imprudent. Donc voilà, ce sont des situations qui peuvent arriver. Il faut qu'on garde le sang-froid et que surtout on reste focus sur les objectifs que nous devons atteindre. Après la séquence avant-propos des juges, voici quelques questions de généralité à notre convoqué du jour. C'est Raphaël Kouama. Raphaël Kouama est ancien député, président du RPI, mais également auteur d'un certain nombre d'ouvrages. Et pour poursuivre cette audience, donc, nous donnons la parole à Inoussa Ouedraogo pour des questions de généralité. Merci Président. Et on sait effectivement que notre invité est politique. Il est beaucoup connu, en tout cas beaucoup plus sous cette casquette-là. Aujourd'hui, on sait que le pouvoir d'Ibrahim Traoré a mis, entre guillemets, les hommes politiques au chômage. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous utilisez votre temps en ce moment? Est-ce que c'est ça aussi qui vous donne le temps de pouvoir écrire des livres? C'est vrai que vous avez l'habitude d'écrire, mais est-ce que cela est beaucoup plus une opportunité pour vous pour faire d'autres choses? Merci bien. Alors, il faut dire que le temps que nous utilisons pour faire ces livres, c'est pas parce que nous sommes en tout cas ouais. Mais les livres, nous avons peut-être commencé à écrire avant même la politique. Alors donc la politique vient en deuxième position. Alors présentement nous sommes en tout cas en phase d'observation au niveau politique, en train de regarder. Donc ça nous laisse en tout cas un peu de temps pour vaquer à nos occupations, car vous savez que nous travaillons avant en tout cas de faire la politique. Moi je suis un opérateur économique, donc j'ai assez de choses à faire. Alors donc pour le moment nous vaquons tranquillement à nos préoccupations en attendant que le domaine politique puisse en tout cas attendant que la situation se décante pour qu'on puisse encore relancer voilà, le volet politique. D'accord, okay. Voilà. Je voulais savoir aussi, puisqu'on parle de culture, avant de rentrer dans le livre, vous dites que les noms même ont une importance, le choix des noms, etc., revêt un caractère particulier en pays Mouara. Votre nom Koudouango, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que cela signifie? Alors, Koudouango est un nom composé de deux fétiches. Le Koudougou, qui signifie forge, des forgerons, et Wango qui signifie masque de Soukomse. Donc ce nom composé révèle en tout cas un caractère vraiment traditionnel, parce que quoi qu'on dise, toutes les ethnies ont des prénoms. Alors, des prénoms traditionnels, que ce soit au Burkina ou peut-être ailleurs. Et donc, même au niveau de l'Occident, où les gens aiment leurs prénoms. Parce qu'aujourd'hui, si on appelle quelqu'un Tanga, Koudougou ou Tampousga,
Alors, il a tendance, en tout cas, à ne pas être content. Il veut des noms comme Paul, comme Pierre, comme Salam, ou alors que c'est la même chose. Voilà, toute ethnie a des prénoms traditionnels. Toute ethnie a des prénoms traditionnels. Du reste, cette question a fait l'objet du premier volume de Les secrets de la coutume Ouaga, un ouvrage dans lequel vous avez abordé, Raphaël Kouama, les aspects liés aux prénoms dits botaniques, au rôle des fétiches, à la généalogie du royaume Mossé. Donc c'est un ouvrage, c'est le deuxième volume qui nous préoccupe aujourd'hui, mais avant d'en arriver là, une question de généralité, juge Geoffroy Vara. Oui, merci Président. C'est vrai que lorsqu'on parle de vous, Raphaël Kouama, l'homme politique, bon, les gens ont pu le découvrir sur la scène politique. Quand je regarde la dernière page du livre, l'auteur, tout ce qu'il nous a dit, c'est que c'était un autodidacte pétri d'expérience. Tout à fait. C'est-à-dire que c'est en 2 phrases que vous vous êtes présenté. Mais dites-nous plus. C'est quoi votre parcours? Qui vous êtes? Alors, mon parcours, en tout cas, c'est pas qu'est-ce que je vais dire, mais c'est tout à fait riche parce que moi, je suis quelqu'un qui est, en tout cas, qui est parti de rien pour arriver aujourd'hui là où je suis. Car après l'école primaire, alors je n'ai plus eu la chance, en tout cas, d'évoluer au niveau des études. Mais avec mon certificat d'études primaires, j'ai essayé aussi, en tout cas, de faire en sorte que le peu que j'ai appris à l'école, je puisse évoluer avec ça. Alors, c'est tout à fait normal parce qu'on ne peut pas, on doit faire, en tout cas, avec ce que tu as. Donc, c'est dit qu'en 1984, quand j'ai quitté l'école primaire, je suis venu à Ouaga à la recherche, en tout cas, du boulot. J'ai été boutiquier à Ouemtenga. Après, j'ai démissionné, revenir à Tampoui, confectionner des briques. Avec l'argent des briques, je suis allé en Côte d'Ivoire, aller commencer, en tout cas, à créer ma plantation de cacao, auquel je travaille avec les frères. On a pu quand même faire un champ de 30 hectares. Donc, je me suis, en tout cas, je suis resté dans ces champs jusqu'à 7 ans. Et quand le champ a commencé à produire, j'ai fait un retour au Bercail. Donc, arrivé au Burkina, je me suis dit qu'il fallait, en tout cas, travailler pour y rester, au lieu de repartir encore en Côte d'Ivoire. Parce que d'ailleurs, même quand je quittais, lors de mon pot de revoir, j'ai dit aux amis ivoiriens, j'ai dit, si vous me revoyez ici, c'est que mon pays n'a pas besoin de moi. Alors donc, quand je suis rentré, j'ai préféré chercher les chemins qui vont me permettre de mieux s'installer. Alors, j'ai payé un moulin et je suis allé m'installer au village. Donc, après quelques temps, avec le moulin, j'ai décidé de revenir encore à Ouagadougou à la recherche du boulot. Avec le soutien d'un neveu, j'ai eu la chance d'aller apprendre le transit à l'aéroport international de Ouagadougou. Et c'est à partir de là que je me suis mis vraiment au sérieux pour apprendre le transit. Nous avons appris le transit sur le terrain. C'est pas comme les autres qui l'ont fait au niveau des écoles. Avant de revenir sur le terrain, nous avons commencé par la pratique sur le terrain, avant maintenant de chercher à nous implanter voilà, dans ce domaine-là. Donc, j'ai fait l'aéroport. Après l'apprentissage, j'ai été en bilan, déclaré en bilan à l'aéroport. Ensuite, j'ai quitté l'aéroport, aller travailler avec un Nigérien dans sa société de transit Sotradis. Après Sotradis, j'ai décidé d'aller ouvrir le transit à Guilwango, à Zeko, auquel j'ai eu la chance
en tout cas d'être pris par la SAT, la Société africaine de transit, qui m'a mis là-bas comme chef d'agence. J'ai fait 4 mois et je me suis dit qu'il fallait essayer maintenant de s'envoler avec mes propres ailes. Donc, d'où la création d'une première société de transit, TTIC. Société de transit intercontinentale et de courtage. Et avec cette société, j'ai fait mon retour maintenant sur Ouagadougou en tant que directeur général adjoint. Donc, après TTIC, j'ai créé donc une autre société. Avec un ami, nous avons créé une société Négoce Transit Transport du Burkina, NTTB. Donc après, j'ai cédé cette société à mon coéquipier et j'ai créé maintenant Sotrali. Donc Sotrali, c'est Société de Transit et Logistique Internationale, d'où je suis le président directeur général. Ok, on comprend le parcours. Un parcours tout à fait honorable. On peut partir de rien et devenir quelque chose. C'est un parcours excitant aussi, un parcours exemplaire à suivre. PDG de Sotrali donc, mais également ancien député, président du Rassemblement patriotique pour l'intégration. Pour l'intégrité, pardon, et puis auteur, écrivain autodidacte. Raphaël Kouama est donc à la barre des convoqués de l'audience d'aujourd'hui du tribunal de l'actualité. Suite logique du volume 1, paru en 2014, Les secrets de la coutume Ouaga, volume 2, se penche sur les pratiques coutumières qui entourent certains événements ou rites chez les Mossé, et 3 thèmes sont abordés dans ce volume 2, notamment la circoncision ou bango, le mariage traditionnel, puis la mort et les funérailles. Mais pourquoi avez-vous décidé d'écrire des ouvrages sur la culture, sur les traditions du Burkina, et notamment Mouaga? Non, c'est bien. Alors, vous savez que je suis ici donc du terroir Mouaga. J'ai vécu, en tout cas, avec mon défunt père, qui était chef coutumier. Alors, avec lui, nous avons appris beaucoup de choses, car on a dit que si un enfant n'est trouvé son père, c'est qu'il a trouvé son grand-père. Parce qu'il était en tout cas tout à fait normal que lui il puisse nous initier dans ce domaine-là, parce que c'est leur religion. Donc c'est tout à fait normal qu'il puisse nous initier dans ce domaine. Donc avec lui, nous avons en tout cas appris beaucoup de choses. Et je me suis dit qu'il fallait partager avec la nouvelle génération qui aujourd'hui ont vraiment des difficultés pour connaître notre culture, pour connaître notre tradition. Donc voilà pourquoi j'ai décidé en tout cas d'écrire sur la tradition. Donc notre rôle, c'est de transmettre ce que nous avons appris avec les parents, avec les grands-parents à la nouvelle génération. Voilà. Écrire sur les traditions, et vous faites bien d'ailleurs, puisque c'est le 3e ouvrage que vous venez de publier après les secrets sur les pratiques coutumières Mouaga, donc après le volume 1. Vous avez publié notamment en 2018 Le Tremplin de la Sagesse, un recueil de nouvelles qui rend hommage aux artistes traditionnels disparus comme Souleymane Zoungrana, Charles Obango ainsi que le Larlé Naba Abga. Ce volume 2, je l'ai dit, se penche sur la circoncision, le mariage, les funérailles dans la coutume Mouaga, et c'est l'objet de nos échanges de ce jour. Tout à fait, Président. Et je voudrais justement savoir, quand je regarde le titre, les secrets de la coutume Mouaga, ce qui est secret, c'est ce qui est caché, ce qu'on ne veut pas que les gens découvrent. Voilà pourquoi c'est mis sous le sceau du secret. Et vous décidez de divulguer cela, de divulguer le secret Mouaga.
pourquoi divulguer ce qui est censé être caché? Ah oui, parce que nous avons décidé de divulguer parce que la nouvelle génération n'en connaît rien pratiquement sur nos traditions, sur nos cultures. Donc c'est tout à fait normal que nous puissions les faire connaître ce qui existait avant, alors ce que nos ancêtres faisaient et nos parents continuent de faire aujourd'hui. Donc pour moi, montrer un secret à un enfant n'est pas aussi chose mauvaise, parce que nous avons reçu, en tout cas de nos grands-parents, de nos parents, tous ces secrets-là. Donc c'est tout à fait normal que nous puissions transmettre, en tout cas, ces secrets qu'on nous a montrés à la nouvelle génération. Ok, d'accord. Oui, mais alors quand vous parlez de ça et quand le juge parle de ça, est-ce que c'est si secret que ça finalement? Ce sont des pratiques qui sont connues, qui ont traversé les âges, et donc est-ce que ce sont des secrets que vous divulguez, ou ce sont plutôt des pratiques que vous voulez faire connaître parce qu'elles échappent aujourd'hui à la jeunesse? Ce sont des secrets parce que quand je dis dans le premier ouvrage que le Tiga est un ensemble de plusieurs rois réunis, donc les gens ne savent pas. Alors donc, ces secrets, je ne devrais pas, en tout cas, divulguer, je ne devrais pas quand même faire savoir que ce fétiche est un ensemble de plusieurs rois réunis. Voilà, donc, ce sont des trucs comme ça que nous appelons en tout cas les secrets de la coutume. Okay. Parce que quand vous voyez un fétiche, vous ne savez pas de quoi est composé. Donc, mais nous sommes rentrés dedans, on a essayé de montrer à la nouvelle génération le rôle des fétiches, et chaque fétiche, comment est composé et comment le fétiche la fonctionne. Donc, nous pensons quand même que c'est des secrets quand même. D'accord. Voilà. Alors donc le premier élément que vous abordez, c'est la circoncision. Aujourd'hui, ce que nous savons de la circoncision, c'est que dès qu'un enfant naît à l'hôpital, on lui coupe le prépuce. Pour vous, c'est un secret. Dites-nous en quoi consiste la circoncision et les secrets qu'il y a autour de la circoncision en pays Mouara. Alors, vous savez que la circoncision, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas comme aujourd'hui où chacun part se circoncire. Dans le temps, pas droit à ça. Non, tout le monde n'avait pas droit à ça. Okay. Je prends par exemple le cas de Nyonyonse, le cas de Soukomse, il était formellement interdit pour ces ethnies-là de faire la circoncision. Donc, il y a quand même aussi des familles qui sont, en tout cas, autorisées à faire la circoncision. Donc, pour nous, dans le temps, ceux qui ne sont pas, en tout cas, ceux qui ne sont pas autorisés à le faire, ils ne peuvent pas avoir accès, par exemple, dans le Kyogo, vous ne pouvez pas avoir accès. Donc, tout ce qui se faisait là-bas... C'est quoi le Kyogo? Le Kyogo, c'est un cercle d'initiation. Des circoncis. Okay. Alors, donc, c'est-à-dire que tout ce qui se faisait là-bas ne doit pas être divulgué. Donc, c'est des secrets que les initiés doivent garder avec eux. Mais aujourd'hui, nous avons en tout cas pensé qu'il fallait en parler pour que les gens puissent en tout cas connaître. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, il n'y a plus même de Kéo. La circoncision en tant que telle n'existe plus, voilà, au niveau traditionnel. Donc, voilà pourquoi nous avons décidé d'en parler au profit de la nouvelle génération pour qu'ils puissent savoir ce qui se faisait avant. Voilà. Ouais, en parler pour qu'ils puissent savoir ce qui se faisait avant, c'est-à-dire qu'il faut replonger dans ces traditions-là pour amener encore les jeunes gens d'aujourd'hui à cette circonscription à travers le Kyogo. Est-ce que c'est votre idée? Ah oui, c'est mon idée parce qu'il faut les amener à connaître en tout cas tout ce qui se faisait. Alors, comme ils n'ont pas eu la chance d'aller au Kyogo, donc il faut qu'ils apprennent. Il faut qu'ils arrivent à connaître ce qui se faisait effectivement dans les Kyogo.
Il faut qu'ils apprennent ce qui se faisait dans le Kyogo, nous dit Raphaël Kouaman. C'est notre convoqué du jour sur l'émission, votre émission, le tribunal de l'actualité. Le Kyogo s'apparente à une vraie école d'apprentissage où les adolescents en ressortent très bien initiés et aguerris. Ils seront désormais prêts à affronter une vie active, pleine et entière en véritable homme. Geoffroy Vara. Justement, parce que le mot revient toujours, Kyogo. C'est une vraie école d'apprentissage, comme il le disait tout à l'heure. Quand vous livrez des secrets, c'est quoi? Parce que depuis, vous ne dites pas le contenu. Oui, vous savez que dans les Kyogo, il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas. Le Kyogo permet de préparer l'adolescent à être adulte. Okay. Et c'est dans le Kyogo que tous les interdits doivent être inculqués aux jeunes. Donc les interdits, vous savez bien que les enfants, souvent, il faut en tout cas arriver à les mettre en tout cas au pas à travers certaines choses, notamment l'incivisme. Il faut amener l'enfant à être en tout cas intègre, à être patriote, à quitter le chemin donc de l'incivisme. Voilà. Donc montrer à l'enfant que si tu voles en tout cas quelque chose, c'est pas intéressant, c'est pas bon. Montrer à l'enfant que tu peux pas chercher la femme d'autrui. Donc montrer à l'enfant comment il doit se comporter dans la société. Tout se passe dans les Kyogo. Voilà. Donc nous nous sommes dit qu'il fallait peut-être en parler. Peut-être que quand vous allez parcourir le document, vous allez peut-être comprendre pourquoi nous avons décidé effectivement d'en parler. Parce que c'est un cercle d'initiation qui permet en tout cas que ce soit les jeunes garçons, que ce soit les jeunes filles, de pouvoir en tout cas être des hommes de demain. Parce que c'est dans le Kyogo qu'on montre à la jeune fille comment il doit se comporter quand il va se marier. Voilà, notamment le respect du mari, le respect de la famille du mari, le respect donc des personnes âgées, le respect. Donc tout ça, c'est dans les Kyogo qu'on initiait, en tout cas les jeunes gens, à être prêts pour le mariage. Voilà. On sait aussi que, vous l'avez dit, tout le monde n'avait pas accès à cette circoncision-là, à ce Kyogo-là. Ça veut dire que ceux qui restaient en marge n'avaient pas l'opportunité d'apprendre tous ces secrets, d'apprendre toutes ces valeurs qu'il y avait autour donc, de ce rendez-vous majeur dans la vie des adolescents de l'époque. Pourquoi avoir choisi de discriminer certains? Et pour ce qui est pour les femmes aussi, ça dit que c'est un lieu aussi où elles apprennent, comme vous l'avez rappelé, à entretenir un foyer, etc., etc. Si elles sont mises aussi à l'écart, il y a bien entendu des raisons valables de s'inquiéter de ce qu'elles ne puissent pas bénéficier de cela. Pourquoi cette discrimination-là en pays Mouara? En fait, les autres ethnies aussi ont leur manière. Ils ont leur manière d'éduquer, d'initier. Pas forcément parce qu'ils n'ont pas un cercle d'initiation, parce qu'ils n'ont pas le Kyogo, qu'ils n'éduquent pas, qu'ils n'initient pas en tout cas leurs enfants. C'est-à-dire que chaque ethnie a sa manière de le faire. Par exemple, quand vous prenez par exemple les Sukomse, aussi ils ont leur manière. C'est qui les Sukomse? Les Sukomse, c'est les détenteurs des masques. Okay. Voilà, les détenteurs des masques, eux aussi ils ont leur manière. Voilà, je ne suis pas rentré dans ce sens, mais je voulais dire que toutes les ethnies ont en tout cas leur manière d'initier, d'éduquer en tout cas leurs enfants. Voilà, donc ce n'est pas une discrimination. Puisque d'autres n'avaient pas accès à la circoncision, vous avez oui, dit... ils n'ont pas accès, parce que quand on parle de la circoncision, vous savez bien qu'il y a l'acte même qui est là, qui ne permet pas aux gens de venir, parce que quand ils subissent ces actes-là, ils ne peuvent plus porter leurs habits, comme vous le savez. Donc, on ne peut pas permettre à tout le monde de venir dans les Kyogo. Voilà, parce que le bango,
déjà, c'est quoi? C'est la honte. Quand on va si on doit traduire ça littéralement, bango signifie la honte. Donc, ça veut dire qu'une fois que tu es circoncis, donc on a découvert quand même un peu aussi ta honte parce que tu ne peux plus porter tes pantalons et tout. Donc on ne peut pas permettre à ceux-là donc, qui sont de pouvoir venir regarder ce qu'ils ne doivent pas regarder. Voilà pourquoi on interdit carrément les autres de pouvoir accéder au Kyoro. Voilà. Ce qui fait qu'il y a les uns qui sont initiés au Kyogo et les autres qui ne sont pas. Aujourd'hui, de toute façon, d'une façon ou d'une autre, les valeurs dont vous parlez sont reprises de famille en famille, même si ce n'est pas en intégralité. Le Kyogo, vous l'avez dit, est un processus à la fin duquel l'initié peut prétendre à une phase majeure d'accomplissement de sa vie, et notamment le mariage. Et c'est justement également de mariage que parle ce volume de cet ouvrage. Oui, pour rester un peu sur la circoncision avant de partir au mariage, parce qu'il y a des petits éléments quand on lit qui sont quand même assez intéressants. C'est-à-dire que quand moi j'appelle ça ils sont en initiation, il y a ceux qui viennent leur apporter des présents. Tout à fait. Et eux n'ont pas le droit d'y toucher. C'est ça. C'est quoi? C'est leur apprendre la retenue? C'est quoi? Ah oui. Qu'est-ce qu'il y a derrière comme message? Ah oui, par exemple, dans les Kyoro, il y a en tout cas des gens qui sont habilités à tousser, à regarder. Par exemple, si vous amenez, par exemple, à manger pour votre enfant, votre initié, alors il faut que celui qui doit goûter puisse goûter d'abord. Parce que si, par exemple, la nourriture est waké, lui, il a en tout cas le pouvoir de retourner le sort à celui qui a, en tout cas, celui qui a voilà. Donc, c'est dit qu'il y a des hommes, en tout cas, qui sont choisis dans tous les domaines. Celui qui goûte l'aliment pour voir si c'est empoisonné ou pas. Bon, il y a celui qui s'occupe le cas de vol, il y a celui qui s'occupe les cas d'adultère, il y a celui qui... Donc, dans le Kyoro, tout est bien structuré et chacun joue son rôle. Voilà. D'accord, c'est vrai que vous faisiez la transition pour le mariage, donc on va y aller. La question du mariage, vous dites, en pays Mouaga, ce n'est même pas simple. Vous dites directement, ce n'est pas simple. C'est même une institution, et là-dedans, il y a plusieurs facettes, il y a plusieurs éléments. Déjà, commencez à nous expliquer un peu. Alors, vous savez que le mariage traditionnel, c'est pas comme le mariage civil que nous voyons aujourd'hui. Il y a toute une démarche. Alors, pour avoir une femme à son temps, il faut adopter un comportement, il faut adopter une démarche. C'est-à-dire que le fait même de respecter un vieillard peut suffire, en tout cas, pour que tu puisses avoir une femme. Le fait de soutenir ou de secourir quelqu'un peut, en tout cas, te permettre d'avoir une femme. Donc, c'est dit que quand le schéma est tracé, on observe d'abord même ton comportement, comment tu vas te comporter envers les personnes âgées, envers la famille auquel, en tout cas, le bienfait est créé. Alors, jusqu'à ce que la famille décide que, compte tenu des démarches que tu as entreprises, compte tenu du comportement qu'ils ont observé, compte tenu que, en tout cas, entre ta famille et l'autre famille, il n'y a pas de problème, donc ils décident maintenant de t'offrir, de te donner, en tout cas, une fille en mariage. Alors, ceci étant, si les vieillards décident en tout cas de te donner la fille en mariage, il y a une autre étape aussi qu'il faut en tout cas adopter. Donc, c'est des étapes jusqu'à ce qu'ils décident en tout cas que
tu puisses maintenant prendre ta femme avec toi. Donc, vu tous ces schémas-là, toi-même, tu n'as pas envie, en tout cas, d'abandonner ta femme parce que tu as beaucoup souffert. Dans le temps, il y avait même pas, les femmes n'étaient pas nombreuses comme aujourd'hui. Donc, si tu souffres, tu gagnes ta femme, alors tu ne peux pas l'abandonner comme ça. Et encore, comme c'est un problème de deux familles, puisqu'on ne compte même pas sur toi, on compte sur les familles. C'est-à-dire que tes parents, tes grands-parents qui ont vécu avec l'autre famille, tout ça est regardé. Donc, s'il y a eu par exemple des conséquences ou peut-être des mésententes dans le passé, ça ne tient pas. Donc, tout ce truc-là fait que, en tout cas, tout est bien ficelé et qui ne permet pas à ce que tu puisses abandonner la femme. Abandonner la femme peut même permettre à l'autre famille de rappeler toutes les filles auxquelles l'autre famille a eu à épouser. Donc, quand ils voient qu'en tout cas, l'abandon n'a pas en tout cas un motif valable, les patriarches peuvent décider de rappeler toutes les filles qu'ils ont eu à donner de l'autre côté. Donc, si ça devient comme ça, tu es obligé de garder. Parce qu'à cause de toi, on ne peut pas rappeler toutes les filles qui se sont mariées dans votre famille. Voilà. Donc, c'est des règles comme ça qui étaient établies et qui permettent, en tout cas, à consolider, en tout cas, le mariage. Mais quand on lit un peu, il y a des petits éléments qui nous ramènent aussi à une autre époque, à une autre ère, et qui fait que, bon, avec les nouvelles normes, quelquefois, qu'on a, parce que notre monde est maintenant codifié d'une autre façon, ça fait qu'on risque de tomber vite dans ces histoires dont on ne respecte pas la femme et tout. Parce que vous dites, par exemple, que la question du mariage, ça ne commence pas. Après, ça ne commence pas avec entre un homme et une femme. Ouais. C'est pas une histoire d'amour. C'est pas une histoire d'amour. Ah, oui. Ça commence entre les liens de famille. Ou parce que j'ai cultivé chez vous pendant que c'était un peu dur. Parce que je suis venu vous offrir quelquefois des cadeaux. Parce que j'ai entretenu une bonne amitié. Il y a une promesse qui est faite. L'enfant n'est même pas né. L'enfant n'est même pas en route de naissance. C'est pas que la maman est enceinte et puis on dit que non, on arrange. On te promet de vous donner une de nos filles. Même si j'ai des garçons, tant que je n'ai pas une fille, la promesse elle tient. Tout à fait. On ne peut plus. Quand vous allez fouilleter donc le document, vous allez voir que il y a deux sortes de par exemple, il y a parce qu'aujourd'hui il y a ceux-là donc aussi qui peuvent voir la fille, aller demander la main directement à la fille. Donc nous avons traité ce volet-là aussi à part. Voilà, parce que quelqu'un qui voit la fille et qui part demander la main de la fille, c'est ça qu'on appelle la morée de Rolando. Par contre, l'autre démarche qui consiste en tout cas à ce que la famille même décide de te donner une fille, ça, tu peux prendre la fille, peut-être ne pas faire ta femme et donner à quelqu'un d'autre, donner à ton frère, donner à ton fils. Voilà, ça, tu peux faire. Mais de l'autre côté, si c'est toi qui as vu la fille, aller demander la main de la fille, tu ne peux pas prendre cette fille et la donner à quelqu'un. Donc, nous avons en tout cas essayé de parler de ce volet-là. Mais de façon traditionnelle, alors, si la famille même décide de vous donner en tout cas une fille, ce qu'on appelle le probendo, le schéma est tout autre. Donc, c'est ça, tu dois en tout cas entreprendre des démarches traditionnelles, notamment le respect de la famille. Bon, quand il y a quelque chose dans la famille, tu pars, que ce soit une mauvaise nouvelle ou une bonne nouvelle que tu apprends, tu dois aller. Donc, tu dois poursuivre comme ça jusqu'à ce que les vieux décident effectivement de te donner la fille. Bon, c'est vrai que vous dites donner. Bon, il y a la question du don. Mais je veux. Est-ce que chez la personne concernée, je dis même si les familles, c'est une promesse d'il y a longtemps,
est-ce qu'il y a la possibilité de la concerner, de casser la promesse, de ne pas l'accepter? Et si ça arrive, d'abord, est-ce que ça peut arriver? Et si ça arrive, est-ce qu'il y a des pratiques pour casser? Je ne sais pas. Pour casser, comment ça? Donc ce n'est pas possible. C'est-à-dire, dès que la promesse est faite, dès qu'il y a la fille, moi je parle du premier cas que vous aviez évoqué, dont vous parliez là, c'est-à-dire que c'est fini, c'est intangible. C'est-à-dire que dès que la fille naît là, la question du juge, c'est est-ce que quand une famille a promis une fille à une autre famille, est-ce qu'on peut... Non, il ne peut pas rejeter. Puisque le don d'abord, c'est d'abord la famille. Je suis d'accord, mais si la famille, et même si toi tu ne veux pas la fille, tu dois prendre et donner. Hein? Et si c'est la fille elle-même qui ne veut pas? Ma question, c'est la question de la fille. Si elle estime... Si la fille n'est pas d'accord. Elle n'est pas d'accord. Si la fille n'est pas d'accord, alors on n'y peut rien. C'est ça, souvent aussi dans le temps, si la fille n'est pas d'accord, on la maudit. La maudit, la famille peut décider que la fille les ait au nu et par conséquent, on ne veut plus la voir dans la famille. Donc, c'est dire qu'on peut décider de la bannir de la famille parce qu'il n'a pas obéi à leur volonté. Voilà. Il n'y a pas de mécanisme de pratique pour rattraper ce refus de la fille éventuellement. Elle peut refuser pour de bonnes raisons, non? Non, puisque c'est ça, vous constatez souvent aussi qu'il y a des filles qui fuient de leur mari pour aller prendre un autre homme. Voilà. Mais ça, la fille doit en tout cas observer une sagesse. C'est-à-dire qu'elle doit accepter aller et à partir de là-bas, il peut rejoindre celui qu'il veut. Et en ce moment, bon, il y a quand même... c'est pas la faute de la famille. Voilà, c'est pas la faute de la famille. Et en ce moment, la famille peut essayer de regarder comment il peut réparer ces trucs-là. Comment il peut réparer? Nous parlons de culture, nous parlons de tradition, notamment dans l'ère ethnogéographique Mwaga, avec Raphaël Kouama. Il est donc ancien député, président du Rassemblement patriotique pour l'intégrité, mais il est également auteur de plusieurs ouvrages. Nous parlons justement de cet ouvrage sur les secrets de la coutume Mwaga. Et nous savons. Oui, je voudrais rester dans le mariage pour faire un lien avec le premier thème, la circoncision. Chez les femmes, on parle d'excision. Vous dites que l'excision prépare donc la femme au mariage, mais en même temps, on découvre dans votre livre que vous indiquez que vous êtes contre l'excision parce que c'est une pratique rétrograde et qu'avec les droits de l'homme aujourd'hui, on ne peut pas admettre qu'on empêche donc aux femmes de jouir de ce que Dieu leur a donné pour avoir du plaisir. Comment on fait en ce moment? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous préconisez que même sans excision, comme le dit la coutume, on peut permettre à la femme d'aller au mariage. Bon, nous avons, j'ai effectivement mentionné dans l'ouvrage que au niveau des femmes, j'ai bien précisé au niveau des femmes parce qu'aujourd'hui, vous savez que il y a quand même la lutte contre les génitales féminines. Donc, nous ne pouvons pas, en tout cas, se dérober de ce truc. Donc, j'ai mentionné effectivement sur le document que ce qui peut peut-être amener des conséquences ou peut-être qui peut avoir un impact négatif sur la vie de la femme, on ne peut pas quand même aussi soutenir. Donc, mais du reste, c'est normal, nous avons mentionné que c'est normal que nous puissions garder par exemple les Kéoro qui était un cercle d'initiation pour permettre, puisque c'est dans les Kéoro que les filles même doivent apprendre comment on fait beurre de qualité, comment on va tisser, on fait le tissage, comment tout ce qui est lié aux travaux donc féminines, c'est là-bas que la fille doit apprendre. Voilà pourquoi on dit que bon, on prépare l'adolescent à être adulte. Voilà, donc du reste, moi je pense quand même qu'on devrait conserver ce volet-là, même si les pratiques néfastes sont condamnables,
Alors, le reste, nous pouvons en tout cas en profiter pour effectivement tenir compte de ces aspects pour aller au développement. En clair, vous êtes donc contre l'excision. Aujourd'hui, on peut aller au Kyogo sans qu'il ne soit question d'excision. En clair, c'est ce que vous dites. En clair, c'est ce que je veux dire, parce que nous devrons conserver ce qui est bénéfique. Alors, et ce qui n'est pas bénéfique, qui peut peut-être nuire à la vie de la femme, alors on peut effectivement bannir. Parce que si ça va amener des conséquences sur la vie de la femme, c'est tout à fait normal qu'on interdise. Interdire donc ce qui peut amener des conséquences sur la vie de la femme, interdire aussi ce qui peut amener des conséquences sur la vie du jeune garçon quand il va devenir adulte. Nous avons 5 minutes pour aborder la troisième thématique donc de cet ouvrage, la mort et les funérailles, qui s'y colle en premier. Geoffroy Vara. Oui, mais pour introduire la mort, il y a cette phrase-là qui met cet adage Mouaga: un homme meurt s'il n'a rien laissé comme héritage. Mais il s'en est allé s'il a laissé un ultime héritage. Bon, on comprend qu'on ne meurt pas de la même façon. Et maintenant, vous dites que la question de la mort, il ne faut pas voir ça comme une fin, mais c'est plutôt un esprit qui va ailleurs. Tout à fait. Voilà. Donc, qu'il faut accompagner. Et ça se fait avec des rites, ça se fait avec des pratiques qui sont bien claires. Expliquez-nous un peu. Voilà. Alors, en parlant de la mort, vous savez bien que on a dit que les morts ne sont pas morts. Alors, donc, par notre entendement, quand quelqu'un meurt, c'est dit qu'il n'est pas, il est allé à un autre monde. Voilà, et c'est pourquoi nous avons par exemple souvent les ancêtres, par exemple aux cérémonies de Réunion, on constate le retour des ancêtres. Donc quand vous faites par exemple les cérémonies de Réunion, ou peut-être même au niveau donc des décès, quand vous faites par exemple les bitos, si vous faites le bito, la même nuit. Le bito, c'est quoi? Bon, le bito consiste, c'est une cérémonie qu'on fait pour permettre aux ancêtres de revenir, pour essayer de visiter et puis voir ce qui s'est passé réellement. C'est vers la fin donc des funérailles qu'on fait ça, voilà, pour permettre aux ancêtres de revenir, celui qui est mort là de revenir, pour regarder quand même à sa famille pour la dernière fois. Donc, c'est dit que quand vous faites ça, les ancêtres reviennent. Effectivement, très souvent, on n'accepte pas que vous dormez dans la même cour. Si on finit de faire, par exemple, le bito, tout le monde doit partir. Et si vous refusez, vous restez là-bas, alors donc, tout ce qui va se passer, vous allez voir. Voilà. Donc, c'est dit que réellement, quand quelqu'un décède, il n'est pas parti. Donc, qu'est-ce qui se passe souvent? Qu'est-ce qui se passe? Oui, les ancêtres reviennent. Les ancêtres reviennent. Vous avez des témoignages précis sur ça? Oui, nous avons en tout cas des gens qui ont des récalcitrants, qui n'ont pas voulu, voilà, qui sont restés. Et qui ont vu. Et qui ont vu. Et qui ont eu même des problèmes et qui ont témoigné. Donc ça veut dire que... Mais c'est sous quelle forme? C'est ce que je veux dire. Comment est-ce que c'est palpable? Qu'est-ce qu'ils ont vu? Voilà. Ah oui, mais bon, je donne par exemple... il y a quelqu'un qui a refusé effectivement de fuir le bito. Il est resté. Et après, il entend les bruits des ancêtres qui viennent. Donc, il était obligé de se casser. Et quand ils sont arrivés, alors, il y a lui-même, son papa qui est mort, qui a dit qu'il y a l'odeur d'un être vivant quelque part. Donc, ils sont en train de chercher. Donc, maintenant, une autre personne a contourné pour venir lui dire de fuir, que sinon on va la battre. Non, il était obligé effectivement de s'enfuir très rapidement pour se sauver. Donc c'est des cas qui existent. Voilà, c'est des cas qui existent. Donc voilà pourquoi nous avons dit que quand quelqu'un meurt, il est allé à un autre monde et très souvent il peut revenir effectivement dans la société. C'est pourquoi d'ailleurs les Blancs appellent les revenants.
Voilà, donc c'est tout à fait normal que nous puissions en tout cas souligner cela. Alors, juste une minute pour terminer donc cette émission avec Inoussa Ouedraogo, peut-être toujours sur cette question de la mort. Bon, peut-être que justement, vous dites qu'il y a tout un rite qui accompagne le défunt. Tout à fait. Et vous expliquez que ça se fait sur plusieurs jours. C'est ça. Premier jour, deuxième, troisième jour, où on essaie de faire un certain nombre de rites. C'est ça. Mais ce que je ne comprends pas en pays Mouaga, c'est qu'on dit qu'il y a un jour où on ne vient pas saluer, c'est-à-dire le samedi. Oui. En général, on dit, bon, ce jour-là, on ne vient pas ça. Est-ce qu'il y a des raisons valables et pourquoi, justement, on ne peut pas saluer ce jour-là? Vous savez que en pays Mouaga, hein, les jours, chaque jour, en tout cas, a un rôle. Voilà. Donc, le samedi a été adopté comme un jour, hein, une journée de bénédiction. C'est-à-dire que tout ce que tu dois faire dans ta vie qui est bien, généralement, c'est samedi qu'on fait ça. Donc, c'est un jour de joie dont nos ancêtres avaient en tout cas désigné le samedi, le jeudi, en tout cas pour essayer de faire des jours quand même exceptionnels pour la célébration des cérémonies de joie. Donc, il ne peut pas aussi amener les cérémonies funèbres, on ne peut pas associer les situations tristes à ces jours-là. Donc, voilà pourquoi on dit qu'on ne salue pas funérailles samedi. Donc, c'est des trucs qu'ils ont adoptés, en tout cas pour aussi faire par exemple les mariages, pour faire en tout cas tout ce qui est vraiment tout ce qui est réjouissance. Malheureusement, le temps qui nous est imparti est arrivé à son terme. Nous avons parlé de culture, nous avons parlé de tradition. Il est important de connaître la culture, de connaître les traditions de l'un pour pouvoir donc s'en enrichir et connaître davantage l'autre et entretenir le vivre ensemble. Cette édition s'achève, mais retenez également cette belle citation de Laurent Bado qui nous enseigne que, je cite, « Tout peuple qui renie sa culture, ses racines, est condamné à divaguer parmi les ruines sociales du Nord. Il restera un abrisseau qui survit par ses feuilles, mais jamais un arbre vivant de ses racines. » Fin de citation. Ainsi s'achève cette audience du tribunal de l'actualité. C'est la 4e de la dernière semaine du mois de mars 2023, consacrée à quelques facettes de la culture mouaga avec Raphaël Kouama, ancien député, président du Rassemblement patriotique pour l'intégrité RPI et auteur d'un ouvrage intitulé Les secrets de la culture mouaga. Merci. Kounda Ogo, Raphaël Kouama d'avoir honoré Koudouango, Raphaël Kouama d'avoir honoré notre convocation. Merci également au juge Inoussa Ouedraogo. Et merci au juge Geoffroy Vaha. Merci aux équipes techniques de réalisation, ainsi qu'à vous tous, auditeurs et auditrices de Watt FM, téléspectateurs et téléspectatrices de Tri TV, pour votre attention et pour votre fidélité. Tout en rendant un hommage appuyé à toutes nos forces combattantes, notons que l'homme vaut plus par ce qu'il est que par ce qu'il a. Pensons-y en attendant de retrouver le tribunal de l'actualité dès demain, mêmes heures, mêmes antennes, avec un maillet toujours aussi juste, incisif et sans complaisance.